Donc, voici le plan de la présentation. Je vais vous parler des peurs et des inquiétudes qui font partie du développement des enfants. Ensuite de ça, on va passer à travers là, les principaux types de troubles anxieux là, que les enfants peuvent présenter et leurs manifestations. On va passer un petit peu de temps aussi à parler des facteurs qui peuvent être impliqués là, dans le développement et le maintien là, des problématiques d'anxiété chez les jeunes. Puis, on va parler des pistes de solutions là, pour mieux intervenir ou prévenir même les difficultés d'anxiété chez les jeunes. Et si le temps le permet, on pourra parler du lien entre l'anxiété et la pandémie chez les enfants. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que l'anxiété? Eh bien, l'anxiété, c'est une émotion normale comme la peur ou la tristesse qui se définit par un ensemble de réactions, un ensemble de réactions spontanées en réponse à une situation anxiogène ou stressante à laquelle on tente de s'adapter. Donc, l'anxiété, c'est vraiment associé à notre interprétation des situations ou des événements. Ça, c'est très important, puis on va en revenir aussi là, au fil de la présentation. Donc, l'anxiété est importante parce qu'elle va nous protéger là, contre des dangers réels. Par exemple, si je traverse la rue, puis il y a une voiture que je n'avais pas vue qui arrive, ben, il y a tout un ensemble de réactions là, qui vont se déclencher là, pour nous protéger. Mais l'anxiété, c'est aussi important parce que c'est une façon de faire face aux défis de la vie, par exemple les changements, les épreuves et toute la nouveauté qu'on va vivre là, pendant une vie. Donc, l'anxiété, elle peut nous aider aussi à performer. Donc, si vous regardez la courbe, bien, l'anxiété peut nous aider à performer lorsqu'elle est peu élevée. Et plus elle va être élevée, plus elle va être intense, donc plus elle va nuire à la performance. Donc, il faut un petit niveau d'anxiété pour nous aider à, par exemple, à performer pour un exposé oral, pour une présentation au travail, etc. Mais si c'est trop élevé, ben là, ça va nuire, puis on va voir comment. Puis c'est la même chose pour nous mobiliser à l'action. Donc, l'anxiété va nous permettre de nous mobiliser à l'action, mais si elle n'est pas trop élevée, parce que si elle devient trop élevée, bien là, ça va faire l'effet contraire. Dans le développement de l'enfant, il y a des peurs qu'on appelle des peurs développementales qui vont se présenter à tout âge du développement. Ça commence souvent par une période sensible d'anxiété de séparation qu'on peut voir à différents degrés chez les enfants, chez les bambins, en fait, chez les bébés, là, vers l'âge de 9 mois. Puis cette peur-là peut revenir là, à travers le développement. Ensuite de ça, on voit aussi une peur des bruits forts et des étrangers. Donc, vers l'âge de 3 ans, on peut voir ça chez nos enfants. Puis, dans la même période, ils peuvent avoir peur de la noirceur, des créatures imaginaires ou surnaturelles. Un petit peu plus tard, craindre les blessures. Là, on va beaucoup attendre ça, j'ai peur de me faire mal. Certains animaux aussi, comme les chiens, les loups. Le tonnerre, les éclairs, tout ce qui est catastrophe naturelle, ça va venir là, vers l'âge de 6, 7, 8 ans. Ils peuvent aussi avoir peur de rester seuls. À un moment donné, vers 7, 8 ans, ils vont craindre un peu les événements médias. Puis vers la préadolescence, adolescence, ben là, on va voir plus une période où ils vont craindre la mort, la performance ou le jugement social. Donc, toutes ces peurs-là vont apparaître à différents degrés, différentes intensités là, chez les enfants au cours de leur développement. Puis, à quoi elles servent ces peurs-là? Bien, c'est justement pour permettre à l'enfant de trouver des stratégies pour mieux s'adapter là, aux peurs qu'il va vivre, aux situations anxiogènes qu'il va vivre. Donc, ça lui permet vraiment d'aller voir comment il peut mieux gérer là, ces situations anxieuses-là. Donc, c'est vraiment des moments d'apprentissage pour le jeune. Donc, on a vu l'anxiété normale, donc les bienfaits de l'anxiété normale, ça peut nous aider à performer, nous mobiliser à l'action, s'adapter à la nouveauté, au changement, etc. Mais on le sait aussi que l'anxiété peut devenir, on dit, anormale ou pathologique. Et là, à ce moment-là, on va parler de troubles anxieux. Donc, quand est-ce que ça devient anormal? C'est quand l'anxiété est plus appropriée par rapport au développement dit normal de l'enfant.
Donc, par exemple, si on voyait une période d'anxiété de séparation chez un adolescent, ben, on se poserait des questions parce que l'anxiété de séparation va habituellement apparaître beaucoup plus tôt là, chez les jeunes. On dit que c'est anormal aussi quand c'est intense et excessif. Donc, quand on va comparer, par exemple, à des jeunes du même âge, puis qu'on se rend compte que c'est pire, c'est beaucoup plus intense, mais là, ça va commencer à être plus anormal. Quand c'est présent aussi presque à tous les jours, quand ça va durer un certain temps, donc ça va persister dans le temps, au-delà de 3, 6 mois, donc là, on commence à penser que c'est anormal. Quand c'est difficile à contrôler, donc les stratégies qui étaient employées par l'enfant ou par ses parents pour gérer, ça fonctionnait assez bien, puis là, ça ne fonctionne plus. Donc ça, c'est un signe aussi que ça peut devenir anormal. Puis quand c'est incapacitant pour le jeune, par exemple, il aimerait faire certaines choses qu'il n'arrive pas à faire en raison de l'anxiété ou qu'on s'attendrait à ce qu'il soit capable de faire. Puis quand c'est incapacitant pour la famille aussi, bien là, on peut se poser des questions à savoir est-ce que c'est en train de devenir anormal. Donc, il y a plusieurs troubles anxieux qu'on peut rencontrer chez les jeunes. Ce qu'on sait des troubles anxieux, c'est que souvent, ils vont apparaître à l'enfance. Donc, si on regarde, par exemple, les études chez les adultes qui ont des troubles anxieux, bien, on est capable de dire que pour eux, la vaste majorité, ça a apparu avant l'âge de 11 ans. Donc, les troubles anxieux apparaissent le plus souvent chez les enfants, puis la prévalence, donc le taux, est estimé entre 6 à 18 là, chez les jeunes au Québec. Donc, les différents troubles anxieux qu'on peut rencontrer, je vais vous les définir assez brièvement. Dans le fond, le premier que j'aimerais mentionner, c'est le trouble d'anxiété généralisée. Donc, c'est un trouble anxieux qui est caractérisé par la présence d'inquiétudes qui sont excessives, souvent incontrôlables, qui sont présentes presque à tous les jours, puis qui vont entraîner des difficultés au niveau du fonctionnement de l'enfant, par exemple à l'école, à la maison, etc. Ou encore empêcher le jeune d'être bien là, dans sa vie. Donc, ça va diminuer sa qualité de vie et son bien-être. Ensuite de ça, le trouble d'anxiété de séparation, qui est aussi fréquemment rencontré chez les enfants, donc qui est une peur ou une anxiété de se séparer d'avec la principale figure d'attachement, qui est souvent les parents. Donc, ça va être difficile, par exemple, pour eux d'aller à l'école, d'aller à des fêtes ou même d'être à quelque part dans la maison sans le parent. Donc, aller à la salle de bain, prendre sa douche, peut-être aller jouer au sous-sol quand le parent n'est pas là. Donc, ça, ça peut être des signes d'anxiété de séparation. Ensuite, il y a l'anxiété sociale, donc le nom le dit quand même. Donc, c'est des peurs, des inquiétudes que le jeune va avoir quand il va se retrouver dans des situations sociales. Donc, ça peut être, par exemple, de faire des présentations orales, de parler au téléphone, ça peut être de circuler dans le corridor, ça peut être de se joindre à une conversation ou de faire des travaux d'équipe. Ensuite de ça, il y a ce qu'on appelle les phobies spécifiques. Par exemple, ça peut être avoir peur de certains animaux, des hauteurs, des vaccins. Ça peut être d'avoir peur de vomir, de s'étouffer. Donc, c'est des peurs que les jeunes vont ressentir dans certaines situations qu'on dit spécifiques. Puis ensuite, j'ai mis l'anxiété performance. C'est pas qualifié comme étant un trouble anxieux comme tel. Donc, c'est une sous-catégorie du trouble d'anxiété sociale, mais je trouvais ça important de vous en parler parce que on le voit souvent chez les jeunes, puis je pense qu'on le voit aussi de plus en plus. Donc, il y a vraiment une peur de faire des erreurs ou de ne pas atteindre là, des hauts standards de qualité. Donc, c'est vraiment des jeunes qui vont, par exemple, avoir peur de sous-performer à l'école ou dans des sports. Donc, ça qualifie là, de l'anxiété de performance. Donc, ça, c'est les principaux troubles anxieux qu'on va retrouver chez les jeunes. Il y en a d'autres, mais je voulais vous parler là, de ceux qui étaient un peu plus prévalents. Ce qui est important de comprendre, c'est que l'anxiété, c'est sur un continuum. Donc, tantôt, on parlait d'anxiété normale, puis d'anxiété pathologique, donc de troubles anxieux.
Et tout ça, c'est sur un continuum. Donc, c'est important. Pourquoi? Parce que, ben, ça dit que l'anxiété, c'est normal, ça fait partie de la vie, on ne peut pas l'enrayer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir trop intense, trop fréquent, trop incapacitant, ça va nuire au bien-être, puis là, ça va devenir anormal. Donc, c'est pas les manifestations qui vont changer entre l'anxiété normale et pathologique. Donc, je viens de vous parler, par exemple, de certaines manifestations par rapport à l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée ou le trouble d'anxiété de séparation. Donc, ce n'est pas les manifestations comme telles qui vont changer, c'est tout ce qu'il y a autour. Donc, je le redis, c'est l'anxiété, pas l'anxiété, l'intensité, la fréquence, comment ça va impacter sur le fonctionnement de l'enfant ou sur son bien-être, comment ça va impacter la famille. Donc, c'est vraiment ça qui va différencier l'anxiété normale de pathologique. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est que dans la vie, les jeunes vont avoir des inquiétudes, peuvent avoir des situations sociales dans lesquelles ils sont plus anxiogènes. Par moments, ils peuvent avoir peur de se séparer de leurs parents, d'avoir peur, par exemple, de certains animaux, etc. Donc, ça, c'est pas anormal. Donc, qu'est-ce qui va être anormal? C'est quand, justement, ça va devenir trop intense, fréquent, incapacitant, etc. Donc, comment se développent les troubles anxieux? Ce qui est important de savoir, c'est que c'est vraiment une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques ou sociaux qui vont contribuer au développement des troubles anxieux. Donc, le premier facteur biologique, on entend souvent parler, c'est la génétique. On sait peu sur la transmission intergénérationnelle génétique des troubles anxieux. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'il n'y a pas un gène qui a été associé à l'anxiété, comme par exemple un gène qui pourrait être associé au TDAH. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va se produire. Puis, on ne sait pas non plus ça va être quoi la part de la génétique versus l'environnement. Donc, ça, on ne le sait pas malheureusement. Ça va nous prendre un peu plus de recherche là, dans ce sens-là. Ce qu'on sait, par exemple, c'est qu'en bas âge, il y a certains enfants qui peuvent avoir un tempérament plus inhibé. Puis ça, le développement d'un trouble anxieux plus tard. Mais en même temps, il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement associé au développement d'un trouble anxieux. Donc, un enfant peut avoir un tempérament inhibé, puis pas développer de trouble anxieux plus tard. Donc, c'est quoi un tempérament inhibé? Bien, c'est un enfant qui va être plus timide, plus retiré, moins à l'aise avec des situations sociales ou la nouveauté. Puis ça, on va le voir apparaître là, en très bas âge là, chez les bambins. Ensuite de ça, ben, les événements stressants peuvent être associés au développement d'un trouble anxieux. Fait qu'on peut penser à toutes sortes d'événements stressants, là, comme des abus, de la négligence, etc. Mais on peut penser aussi à la répétition là, d'événements stressants, comme par exemple l'intimidation. Ça peut être aussi des événements stressants dans la famille, par exemple une discipline instable. Ça peut être aussi des changements là, dans la situation familiale, des divorces, etc. Donc, ça aussi, ça peut être associé au développement d'un trouble anxieux. Mais encore là, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment toujours une combinaison de facteurs. Donc, c'est pas parce qu'un enfant a vécu un événement stressant qu'il va nécessairement développer un trouble anxieux. Ensuite de ça, il y a les biais cognitifs. Donc, tantôt, je vous disais que c'est souvent la perception qu'on va avoir par rapport à un événement, une situation là, qui va faire qu'on va être plus anxieux. Donc, pour vous donner un exemple, si je suis devant un chien puis que moi j'aime les chiens, ben je vais me dire ah, tu sais, je suis contente, je vais aller le voir, il est cute, je vais aller le flatter. Sauf que mon ami qui a peur des chiens, ben lui, il va se dire ben j'ai peur, il va me mordre, des chiens, c'est méchant. Donc, c'est vraiment l'interprétation qu'on va faire de la situation là, qui va nous rendre plus anxieux. Donc, on appelle ça des biais cognitifs. Donc, c'est des pensées qui ne représentent pas nécessairement la réalité. Ça, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc, il y a différents types de biais cognitifs qui ont été observés là, chez les jeunes qui sont plus anxieux.
comme la surestimation des probabilités d'apparition d'un événement négatif. Donc, ils vont surestimer les chances que ça se produise. La catastrophisation, c'est-à-dire faire des scénarios catastrophiques avec des événements ou des situations. Ou encore anticiper là, les conséquences négatives. Aussi, on sait que les comportements d'évitement vont être associés au développement des troubles anxieux. Donc, c'est quoi un comportement d'évitement? Ben, c'est tout ce qu'on va faire pour éviter d'être anxieux. Donc, c'est pas tous les humains sont faits comme ça, on n'aime pas être anxieux. Donc, on veut chercher à un peu enrayer cette émotion-là ou éviter de la ressentir trop intensément. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est éviter des situations anxiogènes. Donc, si on craint les chiens, on va éviter les chiens. On peut éviter des situations sociales. On peut éviter certains endroits qui nous font peur. Ou si on a peur de la maladie, bien, on peut éviter de toucher ou de manger certaines choses par peur d'être malade. Donc, ça, c'est un exemple de comportement d'évitement. Sinon, l'autre chose qu'on voit beaucoup, c'est éviter de parler de ce qui nous rend anxieux, comme si le fait d'en parler pouvait augmenter l'anxiété qu'on va vivre. Vous allez voir que c'est vraiment pas le cas. Le fait d'en parler a habituellement des bienfaits au niveau de la diminution de l'anxiété. Puis aussi le fait d'adopter des pensées positives. Donc, par exemple, si je me dis pas de panique, c'est sûr que ça n'arrivera pas, de toute façon, je m'en fous, ou personne ne va rire de moi, ou les chiens ne mordent pas. Bien, ça, c'est toutes les pensées qui ne représentent pas nécessairement la réalité, donc c'est une forme d'évitement. Ensuite de ça, il y a le fait de poser beaucoup de questions dans le but de se rassurer. Puis c'est normal, les enfants, ils posent des questions, sont en apprentissage, puis tout ça, mais on le sait que quand les mêmes questions reviennent sans cesse, jour après jour après jour, ben c'est là qu'on le sait que les réponses ne sont pas rassurantes pour l'enfant. Donc, c'est aussi une forme d'évitement. Puis la procrastination, ça peut être une forme d'évitement de l'anxiété. Par exemple, si je remets à plus tard un travail parce que j'ai peur de faire des erreurs ou j'ai peur de ne pas avoir un bon résultat, ben ça aussi, ça peut être une forme d'évitement. Ensuite de ça, dans le développement des troubles anxieux, on voit des facteurs familiaux aussi qui sont associés au développement des troubles anxieux. Donc, le premier facteur familial, c'est qu'on voit dans les études que chez les enfants anxieux, bien, il y a souvent des parents qui sont eux-mêmes anxieux dans à peu près 80 des cas. L'anxiété des parents peut avoir un impact sur comment ils vont agir auprès de l'enfant. Par exemple, les pratiques parentales qu'ils vont adopter pour aider l'enfant à mieux gérer son anxiété. Donc, ce qu'on sait, c'est que c'est des parents qui vont peut-être renforcer les comportements d'évitement qu'on vient de voir ou, par exemple, essayer de surprotéger l'enfant pour pas qu'il vive de l'anxiété. Aussi, ce qui a été associé à l'anxiété comme facteur familial, c'est le perfectionnisme chez les parents, puis aussi les attentes irréalistes qui peuvent mettre de la pression sur l'enfant, puis le rendre plus anxieux. Et ensuite de ça, il y a la qualité de la relation parent-enfant qui va aussi influencer le développement des troubles anxieux. Mais encore là, il faut se souvenir que c'est vraiment une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Donc, c'est pas parce que on a de l'anxiété comme parent que l'enfant va nécessairement en développer. Comment ça va se manifester, l'anxiété? Bien, ça se manifeste toujours de la même façon, puis ça, c'est trois choses importantes. Donc, la première, c'est les sensations physiques qui sont associées à l'anxiété. Donc, ça peut être des maux de cœur, des maux de ventre, des tremblements, devenir rouge, avoir envie fréquemment d'uriner. Donc, ça, c'est toutes des sensations qui sont associées à l'anxiété. Ensuite de ça, c'est dans nos pensées. Donc, on vient d'en parler, comment on va interpréter la situation. Ça a vraiment un effet sur notre anxiété. Puis, les comportements. Donc, particulièrement les comportements d'évitement qu'on va adopter pour faire diminuer notre anxiété. Puis ça, je vais revenir pour vous l'expliquer davantage dans quelques minutes. Donc, on a tendance à croire ou à voir des fois que l'enfant qui est anxieux, ben, c'est un enfant plutôt timide, qui est refermé sur lui-même, qui est plutôt fragile.
Mais il faut se détromper. Il y a plusieurs manifestations d'anxiété ou types d'enfants anxieux, si je peux dire ça comme ça. Il y en a qui vont beaucoup se mettre en colère ou vont être très irritables ou très opposants, par exemple, quand on va leur demander de faire des choses qui les rendent anxieux. Il y en a qui vont être verbomoteurs, donc ils vont parler beaucoup quand ils sont anxieux. Il y en a qui vont utiliser beaucoup les stratégies d'évitement. Donc, on peut dire que c'est des évitants. Je vais mettre ça entre guillemets là, parce que c'est pas nécessairement la seule stratégie qu'ils vont utiliser, mais ça peut être des enfants qui vont beaucoup, beaucoup éviter tout ce qui les rend anxieux. Donc, il ne faut pas penser que le profil est typique. Donc, on peut vraiment voir d'autres profils que l'enfant qui est plutôt timide ou refermé. Donc, c'est ça que je voulais faire ressortir là, ici. Donc, maintenant, j'aimerais ça vous parler un peu là, des différentes stratégies de prévention et d'intervention. Bien sûr, ça va être un survol rapide là, parce qu'on n'avait pas beaucoup le temps, mais je pense que ça va quand même vous donner une bonne idée là, de ce qu'il y en est là, pour la prévention et l'intervention de l'anxiété. Donc, la première chose super importante, autant dans la prévention que dans l'intervention, c'est l'importance de l'hygiène de vie. Bon, on en entend beaucoup parler de l'importance de bien manger, de bien dormir, de bouger, de faire du sport, d'aller dehors à tous les jours. Ça, c'est toutes des choses super importantes parce que ce qu'on voit dans les études, par exemple, c'est qu'au niveau du sommeil, les enfants qui vont manquer de sommeil peuvent être plus anxieux. Ensuite de ça, ce qu'on voit, c'est tous les effets du sport ou de bouger pour faire diminuer l'anxiété. C'est super important. Je rajouterais à ça aussi quelques éléments. C'est important aussi de permettre à l'enfant de s'adonner, par exemple, à des jeux non structurés ou à pratiquer des loisirs ou des activités non performantes. On sait que nos enfants sont beaucoup sollicités au niveau de la performance à l'école ou peut-être dans des sports qu'ils pratiquent, etc. Donc, c'est important de leur laisser du temps pour faire des choses qui demandent aucune performance, comme par exemple, ça peut être bricoler, ça peut être lire, écouter de la musique, ça peut être jouer à un jeu de société coopératif. Donc, d'essayer d'intégrer ces activités-là dans la routine. Aussi, d'avoir des moments de détente, d'inviter des amis à la maison, de passer des moments agréables en famille. Ça, c'est toutes des activités là, qui peuvent être favorables là, à faire diminuer l'anxiété chez les enfants. Puis, je voudrais mettre l'accent en particulier sur le temps d'écran. Donc, on le sait, on en entend parler, les jeunes sont sur les écrans, les médias sociaux, puis je voulais vous parler particulièrement des médias sociaux parce qu'il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une utilisation accrue des médias sociaux va avoir des effets néfastes sur l'anxiété, sur l'estime de soi, sur les symptômes dépressifs. Donc, il faut vraiment aller baliser l'utilisation des écrans, particulièrement des médias sociaux. Puis une bonne piste qu'on peut se donner pour aller limiter le temps d'écran, c'est se dire, ben est-ce que aujourd'hui j'ai bien mangé, j'ai bien dormi, j'ai bien bougé? Est-ce que je me suis adonnée à une activité de détente, un jeu structuré? Ben s'il me reste du temps, ben je peux aller par exemple sur un écran ou sur un média social. Donc c'est vraiment d'aller comme baliser finalement le temps d'écran qui est important. Ensuite de ça, ça peut avoir l'air banal, mais il faut normaliser l'anxiété parce que l'anxiété, on le dit, je le disais au début, c'est une émotion normale comme la tristesse ou la colère. C'est pas quelque chose qu'on veut enrayer parce qu'elle peut avoir des bienfaits dans notre vie. Mais par exemple, elle peut devenir pathologique et à ce moment-là causer de la tristesse, de la colère, du découragement, de l'irritabilité ou engendrer là, plusieurs sensations physiques qui ne sont pas nécessairement très agréables, on s'entend. Donc, d'aller normaliser peut-être l'anxiété que l'enfant peut vivre par rapport à une situation ou les symptômes qui sont associés à cette situation-là ou à cette anxiété-là, pardon. Donc, ça peut être vraiment bénéfique là, pour l'enfant.
des fois même d'aller parler de notre propre anxiété ou de l'anxiété des amis ou de notre famille. Quand c'est possible, là, quand c'est une anxiété qui est possible à discuter, ça peut être ça peut avoir des bienfaits aussi parce que le jeune, il va moins se sentir tout seul là-dedans. Donc ça, c'est important aussi. Puis je dirais le plus important, c'est d'aller rassurer le jeune sur sa capacité à mieux y faire face ou à mieux la gérer. Parce que des fois, les jeunes, ils pensent qu'ils sont pas capables, mais avec les bons outils, les bonnes stratégies, puis l'accompagnement, ils sont bien capables là, d'y faire face puis de mieux la gérer. L'autre chose aussi, c'est d'aller identifier les peurs et les inquiétudes des enfants. Donc, prendre un petit moment d'arrêt pour discuter, mais pourquoi tu es anxieux en ce moment? C'est de quoi que tu as peur ou qu'est-ce qui t'inquiète précisément? Ou est-ce que tu as des sensations physiques qui te font peur en ce moment? Ou qu'est-ce qui te donne le goût de fuir ou d'éviter? Donc, d'aller voir c'est quoi l'inquiétude puis la peur qui peut être ressentie. Puis c'est important de faire ce travail-là, je dirais, parce qu'après, ça va nous orienter sur tout le reste là, des stratégies qu'on va pouvoir utiliser là, pour aider l'enfant à mieux gérer sa peur ou son inquiétude. Dans le fond, c'est d'aller voir son interprétation de la situation, comme je discutais tantôt. Ensuite de ça, on peut coter aussi le niveau d'anxiété sur un thermomètre comme celui que je vous présente en ce moment. Bien, ça peut nous donner une indication sur à quel point là, notre jeune est anxieux en ce moment. Ensuite de ça, on veut aller identifier les sensations physiques. J'en ai nommé plusieurs exemples tout à l'heure. Pourquoi on veut faire ça? Bien, parce qu'il y a des sensations physiques qui sont particulièrement désagréables, qui sont difficiles à gérer, puis ça peut être le fun d'aller chercher des moyens là, pour mieux les gérer. Par exemple, si j'ai des tensions musculaires, bien, il y a peut-être des choses que je peux faire pour me soulager ou si j'ai mal à la tête. Donc ça, c'est une des raisons qui fait que il faut essayer d'identifier les sensations physiques. La deuxième raison, ben, c'est parce que des fois, les jeunes, c'est par les sensations physiques qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont anxieux. Donc, si avec lui, j'ai pris le temps de regarder là, les sensations physiques qu'il a habituellement quand il est anxieux, ben peut-être qu'une fois, il va se passer quelque chose, il ne sera pas capable de nommer l'anxiété, puis là, mais il va être capable de nommer comment il se sent. Donc, nous, ça va nous donner des bons indicateurs pour dire, ben c'est peut-être de l'anxiété parce que tu sais, quand tu es anxieux, tu as mal à la tête, tu as des étourdissements. Donc, ça peut être un bon indice aussi qu'on est en train de ressentir de l'anxiété et pas une autre émotion. Puis la troisième chose pour laquelle c'est super important, c'est parce que des fois, les jeunes, ils peuvent avoir peur de leurs sensations physiques. Donc, par exemple, s'ils ont mal au cœur ou ils ont mal au ventre, peut-être qu'ils vont avoir peur de vomir. S'ils ont de la pression dans la poitrine, bien, peut-être qu'ils vont avoir peur, par exemple, de faire une crise cardiaque. Donc, il faut aller adresser ça. Dans le fond, les sensations physiques associées à l'anxiété sont désagréables, mais ne sont pas dangereuses comme telles. Puis ici, je vous ai mis un petit outil, là, vous voyez la petite tomate rouge. Dans le fond, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, là, par exemple, aux éditions Midi 30, il y a plein d'outils super le fun là, pour aller identifier les sensations physiques chez les jeunes. Pour mieux gérer les sensations physiques, ben, on peut utiliser l'hygiène de vie. Tantôt, on a parlé d'activités de détente, d'inviter des amis, faire des activités en famille. Ça peut être toutes des choses qui vont aider à mieux gérer les sensations physiques. Mais on peut aussi faire de la respiration, de la relaxation, de la méditation. Donc ça, si vous allez sur Internet, il y a plein d'outils, par exemple, de méditation comme la petite grenouille. Il y a Nicole Bordelot, qui est québécoise, qui a un site Internet qui fait plein de choses super intéressantes pour faire relaxer, méditer les enfants. Donc ça peut être des activités vraiment le fun là, à faire pour, entre autres, mieux gérer les sensations physiques, mais ça va faire aussi diminuer l'intensité de l'anxiété. Ensuite de ça, ben, la chose que je qualifierais de super importante, probablement la plus importante, ou en tout cas une des plus importantes, c'est d'aller travailler sur les pensées. Donc, qu'est-ce que je suis en train de nous dire? C'est, est-ce que c'est un scénario catastrophique?
Est-ce que les conséquences sont réalistes? Est-ce que c'est surévalué? Donc, il faut aller questionner un peu nos pensées comme si on était un détective pour aller voir, ben, est-ce que sont réalistes, là, ces pensées-là, ou sont catastrophiques? Donc, la perception qu'on a de la situation, il faut aller l'évaluer dans la réalité. Ici, je vous ai mis des exemples de jeunes que j'ai vus, là, donc c'est des vraies pensées. Par exemple, j'ai coulé mon examen, je vais couler mon année. Donc, est-ce que c'est un scénario catastrophique? Est-ce que c'est parce que j'ai coulé un examen que je vais couler mon année? J'ai passé tous mes autres examens. D'habitude, ça va bien à l'école. Donc, il faut vraiment aller un peu décortiquer, voir si c'est vrai. Ensuite de ça, l'abeille va m'empoisonner. Est-ce que ça l'empoisonne, une abeille? Notre maison va être inondée, on va mourir, mais est-ce que c'est possible que notre maison soit inondée à ce point-là? Donc, c'est vraiment d'aller questionner l'interprétation que le jeune va se faire de la situation, tout en restant réaliste, donc en mettant pas de pensée positive comme on a discuté tantôt, comme panique pas, ça va bien aller, il n'y a personne qui va rire de moi, de toute façon, je m'en fous. Donc, il ne faut pas aller faire ça, il faut aller positionner ça dans la réalité. Donc, c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est réaliste, donc entre les deux. Ensuite de ça, il faut travailler sur les comportements. Donc, on va permettre à l'enfant ou on va un petit peu solliciter l'enfant afin qu'il adopte des comportements plus courageux. Donc, on travaille sur les comportements d'évitement. Il faut y aller doucement, il faut y aller à son rythme. Comment on le sait si on y va à son rythme? Bien, souvent, quand on va proposer de faire un comportement courageux, par exemple, ben, veux-tu aller voir ce chien-là, puis qui est incapable de le faire, bien, ça veut dire qu'on est allé peut-être trop rapidement. C'était trop difficile. Donc, il faut faire attention à ce que ça reste à son rythme, puis que ça soit pas trop difficile. Quand c'est trop difficile, on appelle ça de l'immersion. Par exemple, si j'ai eu un accident de voiture, puis mon conjoint me dit, ben OK, on rembarque dans l'auto puis on s'en va sur l'autoroute, ben peut-être que je vais trouver ça bien trop difficile puis j'arriverai pas à le faire. Alors que s'il dit, ben OK, on embarque dans la voiture puis on attend un petit peu, voir comment tu te sens, est-ce que tu te sens anxieuse, OK, ça va bien, bon, ben on va aller faire un coin de rue avec la voiture. Puis après ça, 2 coins de rue. Puis après ça, tu sais, on va augmenter comme ça graduellement jusqu'à ce que je sois capable de faire mes choses assez normalement. Donc, il faut vraiment faire attention à ce que ça ne soit pas trop difficile. Aussi, quand c'est trop difficile, l'enfant, il perd confiance en ses capacités. Il ne se sent pas bon, il sent qu'il n'est pas capable de surmonter ses peurs ou ses inquiétudes. Donc, c'est super important qu'il garde confiance en ses capacités. L'autre chose super importante, c'est de récompenser l'enfant pour ses efforts et non ses réussites. Dans le sens que si on dit, ben, veux-tu aller voir ce chien-là? Puis il a vraiment fait des efforts, il a fait 4 pas par en avant, on a vu qu'il avait des bonnes intentions. Bien là, c'est important de le récompenser pour ça, même s'il n'a pas réussi à se rendre vers le chien. Parce qu'éventuellement, avec ces efforts-là, il va se rendre à son objectif. Donc, comment est-ce qu'on peut récompenser? Bien, ça peut être simple comme des paroles, des gestes d'appréciation. On peut le féliciter, lui taper dans la main, lui dire qu'on est fier de ses efforts. On peut lui accorder des permissions spéciales ou on peut lui donner des collants ou un système de jetons ou lui acheter là, des petits objets matériels là, qui ne coûtent pas très cher. Maintenant, j'aimerais ça vous parler de quand et à qui demander de l'aide. Donc, si vous voyez chez un enfant, puis c'est la même chose chez un adulte, que l'anxiété est fréquente, qu'elle est intense et qu'elle perdure dans le temps, ça peut être un bon indicateur. Si vous voyez qu'elle empêche le jeune de faire des choses qu'il aimerait faire ou qu'il soit capable de faire, ou qu'on s'attendrait à ce qu'il soit capable de faire, ça aussi, c'est un bon indicateur. Quand les stratégies de gestion de l'anxiété qui est employée par l'enfant ou par ses parents, qui fonctionnaient auparavant, qui ne fonctionnent plus actuellement, ça aussi, c'est un bon indicateur que c'est un moment de demander de l'aide.
Aussi, quand l'anxiété va nuire à la qualité de vie du jeune, à son bien-être, à son bonheur ou à celle de sa famille aussi, le bien-être familial, la qualité de vie de la famille, ça, là aussi, c'est important de demander de l'aide. Puis quand le jeune demande de l'aide, donc ça arrive souvent que les jeunes, ils vont dire je suis plus capable, je suis à bout, je suis trop anxieux. Donc ça, c'est vraiment important aussi là, d'aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Donc, qui qu'on doit ou on peut consulter? Ça peut passer par plusieurs portes d'entrée. Puis mon conseil à vous en ce moment, avec le manque de ressources, puis la pandémie, etc., c'est d'aller frapper à plusieurs portes en même temps. Donc, de ne pas faire une seule démarche à la fois. Donc, à qui on peut demander de l'aide? On peut consulter le médecin de famille. Des fois, il y a des intervenants dans l'équipe du médecin là, qui peut prendre en charge le jeune pour un suivi. Ou ça peut être le pédiatre aussi. On peut consulter un psychologue. Vous pouvez aller au CLSC, par exemple, ou vous pouvez aller en clinique privée. Puis c'est important d'aller consulter un psychologue qui peut faire de la thérapie spécialisée de type cognitif comportemental. Puis pourquoi? Ben, c'est parce que c'est ce type de thérapie-là qui est documenté par la littérature comme étant efficace là, à ce jour. Ensuite de ça, vous pouvez aller aussi à l'école. Il y a certains intervenants là, dans les écoles. Ça peut être des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés, ça peut être des psychoéducateurs qui peuvent faire un travail préliminaire là, avant le suivi là, en psychologie. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment d'aller faire plusieurs démarches là, en parallèle. Puis une dernière démarche qui est peut-être moins connue, mais qui peut être super intéressante aussi, c'est que, par exemple, à l'Université Laval, on a une clinique universitaire, des étudiants qui sont au doctorat en psychologie, supervisés là, par des psychologues dans le domaine. Donc, ça peut être une ressource intéressante aussi, qui est à moindre coût, étant donné que c'est des étudiants en formation. Donc ça peut être une porte d'entrée aussi. Puis on en a une là, à l'Université de Laval, une ressource comme ça. Donc ça peut être une ressource là, à considérer là, si jamais vous avez un jeune, vous connaissez un jeune là, qui a des difficultés d'anxiété. Je pense qu'il me resterait quelques minutes pour parler de pandémie et d'anxiété. Dans le fond, on voit beaucoup dans les médias qu'il y a vraiment un lien entre la pandémie et puis l'augmentation de l'anxiété chez les jeunes. C'est beaucoup l'isolement qui provoque ça, mais aussi le manque de constance, donc toutes les adaptations là, que les jeunes doivent faire là, en raison des règles sanitaires là, qui sont changeantes. Donc, j'avais envie de vous parler un peu des stratégies qu'on peut employer pour aller contrer cette anxiété-là là, chez les jeunes pendant la pandémie. Donc, la première chose, c'est de garder des routines, surtout quand l'école est fermée ou que le jeune est en isolement. Donc, ça va aider à maintenir une certaine constance là, qui est importante là, pour le jeune. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que sortir dehors tous les jours ou bouger régulièrement, ça aussi, ça va aider. Puis il y a plusieurs études qui ont montré que juste faire ça, ça avait des effets super importants sur tous les symptômes négatifs comme l'anxiété, la tristesse, le découragement, autant chez les jeunes que chez les adultes. Ensuite de ça, c'est de permettre aux enfants de socialiser le plus possible lorsque possible, dans la mesure du possible. Et puis de rester en contact aussi là, avec la famille ou les amis de façon assez régulière par les moyens technologiques, là, par exemple. Ne pas aussi hésiter à aller chercher du soutien social dans la famille là, quand c'est possible, que ça soit du soutien clérical, donc des choses de la vie quotidienne, ou même du soutien émotionnel. On est tanné de la pandémie. Donc ça, c'est deux types de soutien qui sont super importants à aller chercher si on en a besoin. Puis, il y a des études qui ont montré que d'essayer de voir les côtés, les points positifs de la pandémie, puis d'en parler avec les enfants de ces points positifs-là, ça a vraiment, vraiment des effets bénéfiques là, sur toutes les émotions négatives qu'on peut ressentir là, par rapport à la pandémie. Puis une autre chose aussi, c'est d'accorder des pauses de pandémie. Donc,
de se dire, là, pendant cette heure-là, il n'y aura pas de nouvelles, il n'y aura pas de discussion, il n'y aura rien qui va se passer là, en lien avec la pandémie. Ça aussi, ça peut faire du bien. Puis comme parents, mais également envers les enfants, c'est un peu de diminuer nos attentes parce que c'est pas vrai qu'on est capable de tout faire en même temps. Conciliation travail-famille. Pour les enfants, l'école en ligne, ça peut être difficile. Donc, c'est pas vrai qu'ils vont performer là, comme à l'habitude. Puis il va rester des émotions négatives. Les enfants, ils peuvent avoir des comportements perturbateurs. C'est vraiment une situation exceptionnelle. Là, on sait, ça fait 2 ans qu'on vit là-dedans. On a moins l'impression que c'est exceptionnel, mais c'est quand même une situation exceptionnelle. Puis c'est difficile pour tout le monde à différents degrés. Donc, il faut quand même jauger nos attentes comme parents, mais également là, envers les enfants. Donc, ça terminerait la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. J'imagine que ça va être la période de questions là, qui va suivre. C'est bien ça. Alors, merci beaucoup, Isabelle Denis. C'était encore une fois très, très intéressant. Alors, maintenant, c'est la période, c'est l'occasion pour nos participants et nos participantes de poser leurs questions par écrit dans la section questions-réponses sur la plateforme. Et nous avons déjà quelques questions d'arrivée. Alors, je m'empresse de lire la première. Si un enfant de 4 ans a peur d'aller aux toilettes et que cela cause des problèmes de santé et même de petits dégâts, est-ce trop jeune pour consulter un psychologue ou encore un psychoéducateur? Non, ah, c'est tellement une excellente question. Puis je pense que j'aurais dû y répondre quand j'ai parlé de consulter, mais il n'y a pas un âge trop jeune ou trop vieux pour consulter. C'est toujours un bon moment. Puis surtout, je dirais que chez les tout petits, euh, c'est tellement plus facile de modifier les comportements puis de travailler justement sur l'anxiété parce que ben ça fait pas si longtemps que c'est présent donc c'est vraiment tout le temps un bon âge pour consulter puis je vous dirais même si ça fait longtemps que c'est présent c'est aussi possible de le travailler là fait que excellente question. Merci de la précision. Isabelle, vous pouvez arrêter le partage de votre écran. Oui, c'est vrai. Ensuite, la seconde question. Comment respecter la personnalité de l'enfant tout en l'aidant à gérer son anxiété? Par exemple, pour un enfant timide. Ben ça aussi c'est tellement une bonne question parce que il y en a des enfants qui sont plus timides, puis qui sont plus gênés, puis il y en a qui sont plus inquiéteux, puis il y en a que c'est comme c'est dans leur paix, dans leur personnalité, puis c'est bien correct. Comment respecter la personnalité? Ben, c'est qu'il faut vraiment que le jeune euh, soit bien, même s'il est un peu timide, qui ne s'empêche pas de faire des choses, même s'il est un peu timide, euh, qui est capable d'aller chercher du bonheur, même s'il est un peu timide. Donc, il faut que l'enfant reste bien dans sa vie, qu'il soit capable de faire ses choses, mais par exemple, qu'on va accepter qu'il y a des choses qui sont peut-être pas nécessaires qu'il ne devra pas nécessairement faire. Par exemple, s'il est plus timide, ben, peut-être qu'il n'ira pas dormir chez un ami, puis c'est bien correct comme ça. Fait donc, il faut que ça reste, je dirais, fonctionnel, qu'il soit capable de faire ses choses, puis en même temps, qu'il soit bien, qu'il soit heureux. Fait que je dirais comme ça. Très bien. Pour un enfant qui utilise l'évitement en refusant d'en parler, comment faire pour identifier les peurs et les inquiétudes chez lui? Ah oui, excellente question. Souvent, on peut le voir par les comportements. Ou les sensations physiques. Ça peut être deux bons indicateurs. Par exemple, les sensations physiques qu'on a nommées tout à l'heure, on peut voir, je ne sais pas, qui est plus rouge ou que s'il est plus verbomoteur quand il est anxieux, ben, il va parler davantage. Ça peut être une forme de comportement, puis une forme de sensation physique. Puis ou sinon, sur les comportements, on peut le voir aussi, ben, par exemple, qu'il va essayer d'éviter les situations
ou même s'il veut pas parler nécessairement qu'il est anxieux ou qu'il a peur, ben peut-être qu'on va le voir quand même dans son discours. Par exemple, il va dire, je sais pas, ben tous les chiens ils mordent ou moi je pourrais mourir un jour. Fait qu'il va peut-être pas nécessairement dire qu'il est anxieux, mais dans son discours, on va avoir certains indices. Donc, ça peut se voir de ces trois façons-là. Fait que les sensations physiques, les comportements qu'il va émettre, puis peut-être son discours. D'accord. Ah, Alors, puis oui. peux-tu rajouter quelque chose? Aussi, je Mmh. dirais que des fois, c'est d'aller un peu normaliser que c'est difficile de parler de l'anxiété ou que peut-être que il se sent poche ou il se sent nul ou il se sent faible ou euh, c'est d'aller un peu contrer ça en normalisant que ça peut être difficile, puis en disant, ben c'est pas un signe de faiblesse, l'anxiété, tout le monde en vit à différents degrés, par exemple, comparé à des amis, comparé à de la famille, donc d'aller comme un peu normaliser tout ce qui est autour de l'anxiété, puis éventuellement, peut-être qu'il va risquer d'en parler. Merci du complément d'information. On reçoit plusieurs questions concernant la médication. À Mm. quel moment doit-on envisager euh, de faire prendre une médication à notre enfant pour l'aider à diminuer son anxiété, puis même pour être disposé aussi à la gérer? Oui, ça aussi, c'est une excellente question. C'est sûr que moi, par ma formation, je ne suis pas une spécialiste de la médication, mais je connais quand même bien les résultats des études. Fait que je pense que je vais parler un peu comme ça. Je pense que la meilleure personne là, à qui demander, c'est toujours le médecin là, qui va être responsable de prescrire puis de faire le suivi là, au niveau de la médication. Mais au niveau des études, ce qu'on voit, c'est que la thérapie cognitivo-comportementale, donc la thérapie psychologique, a vraiment des bons résultats là, pour traiter là, les difficultés d'anxiété chez les enfants. Habituellement, on va donner un apport médicamenteux quand on a affaire, par exemple, à un jeune qui a des troubles anxieux d'intensité modérée à sévère ou qui a plusieurs difficultés d'anxiété en même temps. Parce que ça, je ne l'ai pas dit, mais habituellement, quand le jeune a un trouble anxieux, il peut avoir d'autres troubles anxieux aussi en même temps. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller plus donner l'apport médicamenteux. Qu'est-ce que ça peut faire, le médicament? Ben, c'est d'aller diminuer un peu le niveau d'anxiété pour qu'on soit en mesure d'appliquer les stratégies de thérapie. Donc, ça, c'est une chose que ça peut faire. Puis, ben, faut toujours balancer aussi les effets bénéfiques du médicament versus les effets secondaires. Donc, ça, c'est une chose à considérer puis à discuter là aussi avec le médecin. Très bien. Une autre question. On vous demande des trucs. Alors, avez-vous des trucs lorsque l'anxiété se traduit non pas par la peur, mais plutôt par l'intensité des tics nerveux notamment, comme prendre son pouce, sentir ses mains, passer du coq à l'âne, être très content ou très en colère très rapidement. Donc, les symptômes physiques que vous avez évoqués un petit peu plus tôt sont intéressants, mais lorsque l'enfant n'est pas conscient de cet état-là, il est habitué à avoir mal au ventre, à vouloir fuir, tout ça, c'est difficile pour lui de les identifier. Donc, avez-vous des trucs à cet effet? Ben, ça aussi, c'est une excellente question, mais je dirais que les stratégies, ça reste quand même les mêmes. C'est quand même ça qu'on va faire avec des enfants qui sont comme ça. On va vraiment aller plus travailler les sensations physiques avec la respiration, la relaxation, la méditation. Puis ça risque aussi d'avoir un effet, par exemple, sur les tics ou sur les mauvaises habitudes qui peuvent être liées à l'anxiété. Ensuite de ça, ben, on va vraiment aller voir les pensées euh, en lien avec ça. S'il n'est pas capable de les identifier, ben, c'est pas grave, on va vraiment aller proposer des comportements courageux pour faire face à ses anxiétés ou ses peurs. Donc, je dirais que peu importe la manifestation, ben, les interventions vont être sensiblement les mêmes. D'accord. Vous avez parlé tantôt de l'exemple des abeilles, de la peur des abeilles.
On a ici un cas pour un enfant de 5 ans qui a vécu un petit traumatisme avec les abeilles. On se demande comment agir avec lui. Il réveille ses parents la nuit plusieurs fois, toujours en disant qu'il a peur des abeilles. Ouais, moi aussi, j'ai eu dans ma clinique une jeune qui avait eu un petit traumatisme là, avec les abeilles. C'est sûr que ça devient plus difficile de travailler sur les pensées parce que justement, il est arrivé une situation un peu dramatique, etc. Sauf que encore là, je dirais que c'est vraiment les mêmes stratégies, c'est encore travailler sur les sensations physiques, mais aussi travailler sur les pensées parce que un événement comme ça par rapport aux abeilres, c'est assez rare que ça l'arrive. Puis quand ça l'arrive sur une personne, mais c'est encore plus rare que ça va réarriver. Donc, il faut vraiment aller voir les probabilités que ça va arriver. Puis encore là, c'est vraiment d'aller faire des comportements courageux. Donc, ça peut être lire une histoire sur les abeilles, ça peut être aller visiter une miellerie, par exemple. Là, je donne des exemples comme ça. Ça peut être de colorier des abeilles. Fait donc, c'est mettre l'enfant en contact avec les abeilles pour que éventuellement, même si c'est pas une vraie abeille, puis que c'est un livre, un dessin, un coloriage, ben ça fait son effet au niveau du cerveau quand même pour faire diminuer la peur. Là. Très bien, merci. Une autre question intéressante ici. Pour un jeune qui a un TAG, un trouble d'anxiété généralisée, mais que l'anxiété est seulement présente à la maison, donc il n'y a aucune autre manifestation à l'école, ni opposition, ni évitement, qui a un parent qui a aussi un TAG, un trouble d'anxiété généralisée, est-ce que, puis le jeune a été suivi en ergothérapie, en travail social, mais les difficultés perdurent, l'appropriation des stratégies sont difficiles à s'approprier. Donc, est-ce qu'il serait plus pertinent de travailler avec les parents pour mieux les outiller plutôt qu'avec le jeune enfant, selon vous? OK, oui, ah wow, OK, excellente question. Je vous dirais que à partir du moment où le jeune n'a pas été vu par un psychologue ou quelqu'un qui est habilité pour faire de la psychothérapie, ben il faut vraiment se rendre à cette étape-là parce que c'est vraiment cette étape-là qui est la plus efficace. Donc ça, c'est la première chose que je dirais. Ensuite, est-ce que c'est mieux de travailler avec les parents? Ben c'est mieux de travailler c'est toujours mieux de travailler avec les parents parce que le parent va mettre en place les stratégies que l'enfant a appris à la maison. Le parent va être capable de peut-être généraliser à d'autres situations, donc les appliquer à d'autres situations anxiogènes qui n'auraient pas nécessairement été discutées en thérapie. Le parent, il va même être efficace pour les long terme, donc accompagner son enfant à long terme dans l'utilisation des stratégies. Puis c'est sûr qu'avec les parents, on peut regarder là, les meilleures méthodes pour encourager les comportements courageux, etc. Fait que ça, c'est moi, je travaille toujours avec les parents quand je vois des enfants. Fait que ça, c'est une partie de la réponse. L'autre partie de la réponse, je dirais que pour le parent qui a un tag, ben c'est important de s'en occuper aussi parce que ça a vraiment des effets néfastes là, sur la vie, la qualité de vie, le bonheur, le bien-être, etc. de cet individu-là. Fait que je pense que d'un côté, c'est important qu'il s'en occupe aussi de ce trouble anxieux-là en consultant encore un psychologue ou un intervenant qui a un permis de psychothérapie, là, puis l'approche cognitivo-comportementale là, qui fonctionne bien. D'accord. Vos réponses sont très appréciées, Isabelle. Une Merci. autre, on peut en prendre quelques-unes encore, quelques dernières. Que faire si l'enfant refuse d'aller voir le thérapeute? Ah oui. Ben, je dirais que habituellement, dans ma pratique, moi, je porte toujours, ou presque toujours, je dirais pas toujours. Je dirais que je pars souvent à -10 là, parce qu'on n'est pas très populaire là, comme intervenant, les psychologues. Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour augmenter la motivation du jeune à venir nous consulter. Donc, je vous dirais que la plupart du temps, moi, je réussis à les garder en thérapie.
C'est sûr qu'il peut y avoir certains jeunes que c'est vraiment pas le moment, que c'est vraiment pas le temps, que le fit est vraiment pas bon avec le thérapeute. Fait que ça peut être un indicateur aussi qu'on peut changer d'intervenant. Le fit n'est pas toujours bon. C'est important que le fit soit bon. Là, je me suis un peu perdue, mais si jamais c'est vraiment pas le moment, ben ça veut pas dire que ça le sera jamais. Donc, de pas se décourager, de se dire qu'on va recommencer dans un certain temps, ou peut-être que l'enfant, il ressentait pas assez le besoin, puis on va laisser le temps passer, puis l'enfant, là, il va ressentir le besoin. Donc, c'est vraiment de pas se décourager. Fait que dans un premier temps, on regarde, est-ce que le psychologue a mis des choses en place pour que l'enfant adhère à la thérapie? Ensuite de ça, est-ce que c'est un bon fit? Ça, vous pouvez en parler au psychologue aussi. Il va avoir des choses à dire là, par rapport à ça. Puis ensuite de ça, de jamais se décourager. Si c'était pas un bon moment, ça veut pas dire que ça sera jamais un bon moment. Très bien. Alors, on y va avec 2 dernières. Je crois que vous en avez parlé, mais pouvez-vous nous rappeler quel serait le meilleur truc ou la meilleure stratégie? On parle souvent de trucs, hein, mais la meilleure stratégie pour un parent anxieux qui transmet son anxiété malgré lui à son enfant? Ben, c'est sûr que des fois, ce qu'on va voir, c'est que le parent, il va essayer de cacher certaines choses à l'enfant, puis ça, c'est pas super efficace parce que les enfants, ils sont très perspicaces là, pour voir comment un parent se sent. Tu sais, comme exemple, je donne souvent l'exemple du parent qui revient de travail puis qui se dit, ah, ce soir, là, faudrait pas que mon enfant soit tannant, puis c'est en plein le soir que l'enfant va choisir là, pour être tannant pour X raison. Fait de pas nécessairement aller, de pas nécessairement essayer de cacher les manifestations anxieuses, mais par exemple, de ne pas être non plus un livre ouvert, là, il faut comme trouver la balance sur qu'est-ce qu'on est capable de dire versus qu'est-ce qui est comme plus du terrain personnel du parent, puis que l'enfant, il serait pas capable de l'assimiler ou de bien le comprendre. Fait que ça, c'est de trouver la balance. Ensuite de ça, c'est vraiment d'aller consulter comme parent. Vous êtes importants, les parents. Il faut vous occuper de vous autres aussi. Puis aussi, je dirais que c'est pas parce qu'un parent est anxieux que l'enfant va nécessairement être anxieux. Donc, le parent a plusieurs modèles. Pas le parent, l'enfant a plusieurs modèles. Ça peut être le conjoint, ça peut être dans la famille. Il y a peut-être plein de facteurs de protection. Donc, tantôt, on disait que le développement d'un trouble anxieux, c'est une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, mais il y a aussi des facteurs de protection. Par exemple, c'est peut-être un enfant qui a beaucoup de soutien social, qui a beaucoup d'amis. Donc, peut-être qu'il est bon, lui, pour voir le verre à moitié plein. Peut-être qu'il y a un tempérament plus social. Donc, il y a plein de facteurs de protection aussi. Fait que je pense qu'il ne faut pas oublier cette partie-là aussi, que c'est vraiment un ensemble de facteurs en interaction qui va faire en sorte que le jeune peut développer un trouble anxieux. D'accord. Une question ici, c'est une question d'un professeur du préscolaire qui demande, quelle est la stratégie pour, mieux ou bien accompagner ses élèves qui vivent une anxiété de séparation au début de la rentrée scolaire? Oui, c'est une super bonne question. Puis c'est pas parce qu'on a un trouble anxieux qu'on va vivre ça. Il y a des élèves, des enfants qui n'ont pas vraiment de difficulté d'anxiété, qui peuvent vivre ça aussi au début des années scolaires. Euh, les professeurs, sont tellement bons pour mettre des cadres, puis des règles claires, puis une constance aussi dans la classe. Fait que je dirais, ça, c'est un super bon allié, la prévisibilité qu'il va avoir dans la routine de la classe, etc. Fait que ça, c'est une chose qui est super importante. Euh, L'autre chose super importante, s'ils sont capables de faire bouger les enfants un petit peu plus dans les débuts d'année scolaire. Fait que là, il faut voir si c'est possible, mais peut-être d'aller sortir dehors, peut-être de faire des activités de méditation en classe, un petit yoga sur chaise. Donc, il y a plein de petites choses qu'on veut faire comme ça qui peuvent être le fun si c'est possible dans le cadre de la classe. Sinon, c'est de rassurer l'enfant aussi que ça peut être une période comme ça.
puis que ça va passer comme toutes les autres années scolaires auparavant. Donc, eux, ils ont l'expérience des autres années aussi scolaires habituellement, là, à part quand ils rentrent en maternelle, mais peut-être que en deuxième, troisième année, ils ont été plus anxieux au début de l'année scolaire, puis ça a passé. Donc, de reprendre les exemples passés pour un peu guider l'enfant sur comment ça va aller dans le présent. Puis après ça, de se rappeler que c'est toujours une période difficile, l'entrée scolaire, c'est un bon mois où est-ce qu'il peut sortir des anxiétés ou des difficultés comportementales. Donc, juste te rappeler que ça va passer aussi dans quelques semaines, là. D'accord. C'est la situation de possiblement plusieurs enfants en ce moment qui, étant très sportifs, ont dû faire une pause obligatoire pendant la pandémie. Oui. Certaines d'entre elles sont maintenant timides de retourner dans leur groupe, heu sportif. Est-ce qu'en tant que parent, on doit les encourager, les pousser ou bien plutôt rester neutre face à tout ça? Ah oui. Moi, je dirais que dans la mesure où il était bien avant dans ces activités-là, on peut les encourager fortement. C'est sûr que si, par exemple, ils se sont rendus compte que c'était difficile, ces activités-là, qu'ils n'aiment plus tellement ça, puis que ça n'a pas de lien nécessairement avec leur anxiété, là, ben à ce moment-là, ça va prendre une discussion ou peut-être une période d'essai. Tu sais, veux-tu retourner juste pour essayer, puis si jamais c'est pas le fun, c'est pas possible, on arrête. Fait que ça peut être ça aussi, tu sais, de pas avoir comme un contrat, OK, on retourne, puis il n'y a pas possibilité de changer d'idée. Fait que ça peut être deux choses, mais je dirais, la première, c'est si c'était le fun auparavant, puis que là, c'est plus l'anxiété, ben peut-être encourager puis proposer une période d'essai. Puis l'enfant va sûrement retomber là-dedans puis avoir tellement de plaisir qu'il va continuer. Mais si en même temps, il s'est rendu compte avec l'arrêt que c'était trop difficile, que c'était trop d'anxiété de performance, que c'était plus le fun, ben là, ça va demander une discussion, puis peut-être un changement d'activité ou peut-être une période d'essai avec réévaluation là, de l'activité comme telle. Merci du conseil. Dites-moi, Madame Denis, est-ce qu'un enfant anxieux deviendra un adulte anxieux? Non, pas nécessairement, mais si on s'en est occupé, parce que ce qu'on sait, c'est que des enfants plus anxieux, qu'on va pas nécessairement faire consulter en thérapie avec un psychologue, ben ça a tendance à perdurer dans le temps, à s'aggraver. Il y a d'autres problématiques qui vont apparaître. Mais par exemple, un enfant anxieux qui va avoir un suivi adéquat va pas nécessairement être un adulte anxieux.